criminels de Laval. Madame, monsieur, bonsoir. Voici Pierre Bruno. Bonne fin de journée. Voici l'actualité de ce jeudi 10 novembre. Vague d'enlèvement à Laval, un gang de rue tente de faire parler de jeunes voleurs. On a eu une information qui nous a permis de croire qu'il y avait eu un vol d'une somme importante dans une résidence de Laval qui était la cause première des enlèvements. Un cas flagrant de violence policière dans un Tim Hortons à Ottawa. Une mère de 6 enfants captée elle aussi sur vidéo, elle commettait des vols. Elle s'est servie aussi des enfants pour convaincre le juge de ne pas avoir de détention. Le Jean Coutu reprend les rênes du groupe Jean Coutu en difficulté. C'est à 78 ans, plus 3 semaines, plus âgé que moi, on peut élire un pape. Je pense bien qu'à 78 ans, je peux revenir au groupe Jean Coutu. Pauline Marois fait le bilan de sa campagne. Ce que je sens, c'est que le vent a tourné et est en train de tourner. Elle sera avec nous. Les attentats meurtriers de Jordanie revendiqués par Al-Qaïda, Richard. Al-Qaïda qui, dans un communiqué sur Internet, affirme que ces hôtels servaient de base dans la lutte contre l'islam. Encore froid et venteux aujourd'hui, Lynn. Oui, absolument, Pierre. Le temps froid se poursuit pour demain. Par contre, nous reverrons le soleil. Vous avez non que je voudrais. Avant de quitter la scène, Jean-Pierre Ferland nous raconte toute sa vie. On peut parler, Claude, d'une affaire de gang de rue, pas comme les autres à Laval. Hein? Et il faut dire que dans cette histoire, il y a des millions de dollars qui sont en jeu. Oui, puis une série de 9 enlèvements, j'ai bien dit 9. Et normalement, on sait que les adolescents, ça brasse pas trop de millions de dollars, à moins de les gagner, je sais pas, à la loterie. Jean-François, mais ça a commencé quand ces jeunes se sont retrouvés avec cet argent qui venait pas de la loterie, justement. Là. Oui, Pierre, c'est une histoire qui remonte à 2 mois et vous allez voir, c'est absolument rocambolesque. On se remonte au 7 septembre dernier, vol dans une résidence de Laval. Des jeunes qui pensent effectuer un petit cambriolage ordinaire. Or, dans le sous-sol de la maison, dans un local cadenassé, ils découvrent, selon nos informations, près de 2 millions de dollars en petites coupures. Vous imaginez des jeunes de 15-20 ans qui trouvent ça. Alors vraiment, ils prennent l'argent et là, ils commencent à s'acheter certains biens, à exhiber qu'ils ont de l'argent. Ça se discute dans le milieu. Et les individus que vous voyez en entendent parler. Ce sont des gens, d'ailleurs, que vous voyez qui sont identifiés au rouge, donc les beaux gars, de près ou de loin, identifiés aux gangs de rue. Alors, ces gens-là en entendent parler. Ce qu'on ne sait pas, Pierre, c'est est-ce qu'ils veulent avoir leur partie du magot simplement ou est-ce qu'ils ont un contrat? Parce que lorsqu'on parle de 2 millions de dollars dans une maison privée, on se pose des questions, évidemment. On pense que cet argent-là appartenait au crime organisé. Est-ce qu'ils ont reçu un contrat pour récupérer l'argent? Toujours est-il que les policiers de Laval entreprennent une enquête sur 9 enlèvements de ce gang de jeunes-là. 9 enlèvements de jeunes qui, de près ou de loin, ont été impliqués dans ce vol-là. On les enlève, on les torture, on tente d'avoir de l'information et rapidement, les policiers se rendent compte qu'ils ont tous en commun d'avoir été mêlés de près ou de loin à ce vol-là. Il y a eu des arrestations depuis ce temps-là. La situation, comme vous allez l'entendre de la part d'un porte-parole de la police de Laval, s'est un petit peu calmée, heureusement. La somme qu'on a récupérée, les individus qu'on a arrêtés et puis les surveillances qui ont été effectuées et qui vont être effectuées dans le futur nous permettent de croire qu'il y a une accalmie dans le dossier. Ça sent la magouille. Est-ce que la police, par exemple, pense qu'il pourrait y avoir d'autres victimes qui auraient préféré ne pas se manifester? Absolument, Pierre. C'est pour ça, et vous allez le voir, qu'on publie les photos de plusieurs des personnes arrêtées. Si vous les reconnaissez, si vous avez été victime de ces individus-là, peut-être des personnes, évidemment, lorsqu'on a fait un vol dans une résidence, on ne va pas nécessairement porter plainte à la police lorsqu'on est victime de représailles après ça. Mais si des gens veulent porter plainte contre ces gens-là, ils peuvent être maintenant rassurés. Ces gens-là sont derrière les barreaux. Et les policiers de Laval, vous allez voir, recherchent un autre individu dans ce dossier-là. Donc, vous allez voir apparaître la photo. Stéphane Hippolyte, âgé de 23 ans, donc qui est activement recherché par les policiers de Laval qui attendent de l'information s'il y a d'autres victimes. Voilà, merci. Au revoir, Jean-François. Il y a une autre arrestation musclée, filmée celle-là par la caméra de surveillance d'un Tim Hortons. Ça s'est passé il y a presque un an. C'était au mois d'août à Ottawa, en 2004. Émilie Beaulieu, c'est un homme de Longueuil qui s'était assoupi à une table et qui a été réveillé de façon assez brutale. Hein? Voilà, ça se passe en pleine nuit. C'est vers 1h20 du matin. Vous allez voir, les policiers ne savaient pas qu'ils étaient filmés à cet instant et les images sont tout de même de bonne qualité. Vous voyez sur la table à droite, il y a un homme qui est couché, qui dort.
Il s'agit de Danny Gauthier, un homme de 43 ans qui était de passage à Ottawa. Il dort sur une table d'un restaurant Tim Hortons. Maintenant, cette policière entre pour commander. Il s'agit de Tricia Nesbitt. Elle remarque le client, s'en approche. Vous voyez, elle donne un coup de pied pour réveiller le client. Ils discutent ensuite pendant 5 minutes et elle appelle du renfort. 1h26, un deuxième policier se présente, Shane Anderson. Il y a quelques échanges verbaux entre les policiers et le client, puis les policiers mettent leurs gants et c'est là que les choses se précipitent. Vous voyez, ils poussent le client au sol et c'est là que M. Gauthier dit avoir été frappé à plusieurs reprises. Vous voyez, ce sont des photos prises au lendemain de son arrestation. Je vous laisse expliquer ce qu'il a vécu. Il commence à me bûcher dessus. Et il me poigne par les cheveux, puis il me swing à terre, la tête face à terre. C'est pas acceptable. J'ai passé par un malheur que je souhaite à personne. Gauthier poursuit maintenant la police. Est-ce qu'elle a commenté la police avec une vidéo aussi accablante? Difficile de commenter. Ils sont poursuivis au civil, le service de police d'Ottawa, ainsi que les deux policiers pour 140 000 $ puisque cet homme a été accusé, puis les accusations ont été levées lorsque le procureur de la Couronne de l'Ontario a vu ce vidéo. Il y a aussi une enquête à l'interne qui a été réalisée. Les conclusions viennent tout juste de tomber et les policiers ont été blanchis. Donc, Danny Gauthier voudrait porter son dossier maintenant devant la Commission civile des services policiers de l'Ontario. Voilà, merci. À suivre alors ce dossier. Merci. Voilà, au revoir. Bien, parlant de vidéo, il y a une femme du Saguenay qui vient d'être envoyée en prison pour une affaire de vol à l'étalage, et même si elle avait la responsabilité de ses 6 enfants. De 6 enfants. Et le problème, c'est qu'elle se servait, peut-être pas des 6, mais de quelques-uns de ses 6 enfants pour commettre ces vols. Alison Ouellet, c'est d'ailleurs un de nos reportages qui a dévoilé l'affaire, n'est-ce pas? Oui, je vous raconte un peu l'histoire. Le 14 octobre dernier, nous avons diffusé les images d'un vol commis au l'Oblast de Chicoutimi par une dame et 2 enfants. Le vol a été commis le 28 septembre dernier. Regardez bien sur les images, vous voyez comment la femme procède. Elle met des articles dans son panier et pendant que les enfants font diversion, vous allez le voir bientôt, les enfants vont faire diversion et la dame va se sauver avec le panier par la porte principale. Alors, vous la voyez, c'est cette scène. Dès le lendemain de la diffusion du reportage, les citoyens ont appelé Infocrime pour donner des informations. Les policiers de Saguenay ont vite pris en main le dossier, ayant bien sûr reconnu la dame. Une patrouilleuse l'a interceptée alors qu'elle circulait en automobile. Il s'agit d'une femme de 32 ans de Chicoutimi. On l'a reliée à 7 vols commis entre le 6 août et le 5 octobre 2005. Tous des vols commis dans des magasins à grande surface. Et ce qu'il y a de plus particulier, de plus triste dans cette histoire, c'est vraiment que la femme utilisait ses enfants comme complices. La femme a 6 enfants et étant donné ses nombreux antécédents judiciaires, eh bien, la juge n'a pas eu le choix. Elle lui a donné une sentence tout de même assez sévère, 2 ans de pénitencier. Et les enfants, eux, ont été confiés à la DPJ. Mais cette femme, vous venez de le dire, c'était une récidiviste. D'ailleurs, les images qu'on vient de voir ont été tournées alors qu'elle attendait sa sentence pour une autre affaire de vol, c'est ça? Oui, tout à fait. Au moment où elle a commis ces vols, elle faisait déjà face à la justice pour d'autres vols. Elle attendait une sentence. Et dans une représentation sur sentence, elle a d'ailleurs témoigné devant la juge Joanne Roy, lui disant que tout allait bien pour elle maintenant, qu'elle avait repris sa vie en main, qu'elle était une bonne mère, qu'elle s'occupait très bien de ses enfants. Bien sûr, elle s'est parjurée devant la cour. Voilà pourquoi la juge n'a pas été tendre. La juge l'a vraiment lui a donné une sentence dans un pénitencier. Elle l'a séparée de ses enfants. Là-dessus, je vous laisse entendre son avocat. Je pense que ce qui a choqué le plus la juge aussi, c'est que dans les représentations sur la peine, lorsqu'elle a témoigné, elle s'est servie aussi des enfants pour convaincre la juge de ne pas avoir de détention. Mais au moment où elle nous disait ça, déjà, quelques jours avant, avait eu lieu les vols en présence des enfants. Au revoir. Merci beaucoup, Alison. Maxime, quelle histoire d'insalubrité, une maison qui est transformée en véritable chenille. Vous n'avez jamais vu une histoire comme ça, Pierre et Claude. Même les policiers n'en reviennent tout simplement pas. Ça se passe dans le secteur de Blainville, chemin Bas-Sainte-Thérèse. On vient de survoler l'endroit. Les policiers sont toujours sur place, de même qu'une firme spécialisée, un peu comme la SPCA. Dans ce petit bungalow, imaginez, on a trouvé une centaine de chiens, des terriers en fort piteux état. Il y a pas, le mot est très, très faible, mais c'est l'odeur apparemment. On va vous montrer des images. Vous voyez l'état dans lequel on a retrouvé ces chiens-là.
Mon collègue caméraman, Jonathan Haché, me disait, ça fait 10 ans que je suis caméraman, j'ai jamais été confronté à une situation de la sorte. Les policiers, lorsqu'ils sont venus pour investir l'endroit cet après-midi, n'ont même pas été capables d'entrer tellement ça sentait mauvais. On a dû appeler les pompiers qui sont intervenus, imaginez, avec les appareils respiratoires, rien de moins. L'homme bête, mais vraiment laissé à elle-même, là. Laissée à elle-même complètement. Mais en fait, il y avait un homme qui restait à cet endroit-là. Un homme qui opérait l'endroit depuis au moins 2002 parce que les premières plaintes remontent à 2002. Et donc, on a arrêté cet individu-là. On l'a amené au poste de police et les policiers me disaient on l'a relâché sous promesse de comparaître. Et c'est une bonne chose qu'on l'ait relâché parce qu'on aurait contaminé le poste au complet. Ça vous donne une petite idée de la situation. Les policiers n'en reviennent tout simplement pas. Une centaine de chiens. Là-dessus, on dit qu'on va être peut-être capable d'en sauver une dizaine seulement. Les autres, malheureusement, devront être euthanasiés. C'est une histoire absolument incroyable. Les voisins se plaignaient depuis longtemps. Les policiers se demandaient quoi faire avec cette situation-là. On vient de régler le problème, mais disons que la solution n'a vraiment pas été évidente. Ben voilà, merci. Très bien. On aura un reportage un peu plus tard là-dessus parce que notre collègue Félix Séguin s'en va là. La course à la direction du Parti québécois est dans son dernier droit. Pierre Bruno et Claude Charron reçoivent Pauline Marois. Le mouvement de grève tournante dans le secteur public s'amorce. La Mauricie et le centre du Québec tournent au ralenti. Le sous-titrage, une présentation du Salon de la mariée. Plein d'idées pour votre mariage, lune de miel et futur foyer. Participez au concours Gagnez votre mariage dans le Journal de Montréal. Vous avez perdu une demi-livre cette semaine. Bingo! Il y a des petits plaisirs qui font du bien, comme celui de jouer au nouveau Bingo Plus. Voici le nouveau Smoothies de McCain. Délicieux, nutritif et prêt juste à temps. Oh, esprit, êtes-vous là? Esprit, que désirez-vous? Pout-pout Saint-Hubert barbecue? Le Supercar est de retour dans les salles à manger Saint-Hubert. Pour seulement 9,95 $, une soupe avec cuisse ou poitrine plus accompagnement et Coca-Cola à volonté. Mais seulement pour un temps limité. Ouais, peut-être différemment, mais je l'ai été toujours, ça, mais je suis pas venu au monde comme ça. C'est pas dans mon enfance, mon adolescence, j'avais pas ça nécessairement. Je pense que c'est le métier que j'exerce, de comédien. Cette insécurité-là qui m'a amené à vouloir faire les affaires, du moins essayer de me trouver des portes de sortie au cas où, quelquefois dans ce métier-là, ça irait moins bien. le petit coussin qu'on cherche, Un là. petit coussin qu'on cherche. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé le coussin ou si vous avez plutôt trouvé une certaine sérénité face à ça? Plus une sérénité. Ouais. Le coussin, tu sais, j'ai voulu me faire... un jour, j'ai voulu avoir mon propre théâtre parce que je voulais me procurer mon propre emploi. Je l'ai eu pendant 15 ans. Normand Chouinard et moi, on a tourné une page l'année dernière en vendant ce théâtre-là. Ça ne nous empêchera pas d'aller jouer là pareil. Mais permettez que je fasse une parenthèse. C'est que dans votre métier respectif, dans ce que vous faites, ce théâtre-là, est-ce que ça ne devenait pas un boulet à un moment donné? Parce que
Vous faites tellement de choses. Normand fait également tellement de choses. Moi, je pense que c'est quasiment un miracle si vous l'avez gardé 15 ans. Oui, ça, c'est très vrai. Puis effectivement, ça devenait une bonne préoccupation. Si, mettons pas le mot boulet, mais une bonne préoccupation, c'est certain. Puis qu'à un moment donné, on s'est dit, bon, ben là, est-ce qu'on tourne cette page-là? Parce que à chaque été, c'était à refaire. C'est pas parce que tu t'appelles un tel que ça veut dire que c'est... Ça vend automatiquement. Que ça vend automatiquement. Ouais. Donc, et on risquait beaucoup à chaque année. Ouais. En termes d'argent. En termes d'argent, tout ce qu'on avait. Fait que donc, à un moment donné, tu fais... C'est une business saisonnière. Hein? Ouais. Et ça, pour un gars piqué à l'insécurité, c'est pas bien bon de risquer beaucoup. Donc, on s'est dit, bon, après 15 ans, tournons cette page-là. On a un brave qui nous a acheté, qui est Jean-Bernard Hébert. Parfait. C'est un gars qui a déjà des théâtres et qui, je pense, principalement, s'occupe de ça, de la production théâtrale et tout ça. Et il fait des tournées avec ses spectacles, ce qu'on pouvait moins faire, Normand et moi, parce qu'à cause de nos occupations, etc. Donc, tout ça mis ensemble, bien, la vie fait que, on tourne cette page-là. Je dis pas que j'ai pas eu un petit hein, c'est sûr. Hein, j'ai tout mis dans ça, moi. Hein, émotivement, monétairement, j'ai tout mis dans ça, moi, ce théâtre-là. Donc, c'est sûr que ça me fait... Mais ça ne m'empêche pas de retourner jouer là, pareil. Là, vous l'avez dit vite, là, mais vous dites émotivement et monétairement. Et monétairement. C'est ça que vous dites. J'ai une petite faiblesse, hein? Et monétairement. Oui, une petite faiblesse. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Alors, donc, pour Marcel, pour le gars, là, je ne parle pas nécessairement du comédien ou du conférencier, ou... Est-ce que ça enlève vraiment un poids? Est-ce que vous vous sentez libéré de quelque chose? Et là, c'est sans déprécier le théâtre, c'est sans déprécier ce qu'il était et ce qu'il est encore aujourd'hui. Oui. Mais... Oui, je me sens d'une certaine façon libéré. Très vrai, parce que ça devenait pour moi une préoccupation à chaque année de refaire les choses, tout ça. Et puis avec d'autres objectifs aussi. J'ai d'autres buts, d'autres rêves, là. D'autres affaires que je veux réaliser, là. Pas ouvrir un autre théâtre. Non, pas ouvrir un autre théâtre. Non, pas tout de suite. Peut-être tout à l'heure, mais pas tout de suite. Mais, donc, j'ai d'autres affaires que je veux faire. Fait que ça me permet... Je fais juste tasser quelque chose, là, puis bon, je remplis cette case-là, parce que la vie étant faite pour moi, les affaires arrivent au fur et à mesure. C'est pas une planification à long terme, mon affaire. Un jour, j'ai été comédien, après ça m'est arrivé d'autres affaires, et c'est pac, ces choses-là se font. Donc, pas de plan de carrière? Je suis pas nécessairement un plan de carrière. J'ai des choses que je veux réaliser, j'ai des rêves, j'ai des goûts et des affaires que je veux vivre, tout ça. Comme quoi, par exemple, aujourd'hui, là, moi, mon fameux grand rêve de faire un jour un one-man show. Mais là, j'arrête de dire ça. Mais savez-vous que... Attendez, il faut que je retrouve la date, là, par exemple. Je l'ai écrite en quelque part. On va chercher une date, inquiétez-vous pas. On cherche une date. Oui, on va prendre notre temps. On a 45 minutes. Restez là, ça pas long, 26 janvier 2004, quand vous nous avez rendu visite, vos derniers mots sur l'émission... Les dernières paroles ont été... Je rêve de faire un one-man show. Ça, c'est après qu'on se soit dit bonjour, puis salut, merci Marcel. Ça fait pas longtemps de ça. Hey, je rêve de faire un one-man show. Oui, OK, merci. Mais, les gens viennent me voir en conférence et me disent, Marcel, arrête de dire ça. Tu fais un one-man show. Et c'est vrai, un conférencier, une conférencière, il fait un bon show en avance. Tu es en représentation quand tu fais ça. Et d'autant plus que très souvent, je le fais dans des salles de théâtre. Moi, je suis à la maison, là. Alors, c'est sûr que je suis dedans, là, tu sais. Mais qu'est-ce qui vous empêche? Pourquoi c'est pas fait encore? Il n'y a rien qui m'empêche. C'est le manque de temps. Il n'y a rien qui m'empêche. Je suis à travailler ça. Ça va arriver. Ça s'en vient, cela. Sérieusement, là? Sérieusement. Ce qui va peut-être être plus une approche théâtrale, si on veut. C'est-à-dire qu'en conférence, c'est Marcel. Actuellement, je parle de Marcel. Mais là, je ferai probablement un ou plusieurs personnages. Je vais parler quand même de choses qui me tiennent à cœur. J'ai une ligne directrice. Je vais probablement tout faire ça autour de Compostelle. Ça, c'est certain. Qui a été... Moi, ce Moses de voyage-là, il change ma vie. J'en parle souvent, hein, mais c'est parce que ça change ma vie. Oui, mais à nous, vous ne l'avez pas raconté au complet, parce que vous ne l'aviez pas fait au complet la dernière fois. C'est ce que j'ai fini. Mais là, c'est fait. Puis on va mettre du temps là-dessus tantôt. On a des images que vous nous avez apportées en plus. Il y a juste une affaire qui m'interpelle un peu, là. Il y a un endroit sur le chemin de Compostelle où vous pouvez déposer une roche, et c'est comme faire un souhait, ou quelque chose comme ça. C'est ça. Il paraît qu'il y avait une quarantaine de personnes qui vous avaient donné chacun une roche. Pour, plus que ça. Plus que ça. Mais j'ai compte ça, là? Deviez être pesant en passant? C'était pas mal pesant. C'est que moi, au mois de mai,
je devais donner une conférence pour des gens qui vivent avec un handicap physique. 120 personnes qui venaient me voir à une conférence. La conférence était supposée être à 6h30. Marcel, il pensait que c'était à 8h30. Moi, j'arrive là à 8h. La majorité était repartie. Moi, j'étais bien mal. Parce que là, c'est ces gens-là qui se déplacent avec des transports adaptés, tout ça, là. Puis ils viennent voir Marcel, puis ils ont envie de me voir, puis ils m'aiment, là. Tu sais, chanceux, c'est mon homme même. Bon, ben, sacrifice. J'arrive en tort, moi, là. Alors donc, je dis à l'organisateur, ça serait-il possible, tu penses qu'on puisse replacer ça dans 2 semaines, quelques jours avant que je parte faire ma marche? Et là, j'ai dit, il y a cette fameuse coutume-là que les gens apportent une petite roche à cet endroit-là. C'est 1 semaine avant d'arriver à Saint-Jacques. J'ai dit, s'il y en a quelques-uns qui veulent revenir voir la conférence, je vais apporter leur roche. Je suis parti avec 120 roches dans mes poches. Écoute, ça a été... Les gens sont venus voir ma conférence, ils sont tous revenus, tous et toutes. Et là, après la conférence, chacun et chacune m'a remis sa petite roche-là. C'est cet endroit-là qu'on voit à l'image, à l'écran. Et là, vous avez déposé les 120 roches sur cet amoncellement de pierres. Et je veux dire aux gens, il y a probablement de ces gens-là qui nous écoutent actuellement. Je vais vous revoir, tout le monde. Moi, il y a un couple qui m'ont filmé toute ma marche. Et spécialement cet endroit-là, quand je dépose vos petites roches, j'ai ça sur pellicule et je vais aller vous montrer ça, vous autres. Mais comment vous avez transporté ça? J'espère que vous aviez demandé des petites roches. J'avais demandé des petites roches. Mais ça, c'était dans mon pack-sac. Moi, j'ai traîné ça avec moi dans mon pack-sac, là. Ah oui, mais le sac était 120 roches. Le sac mais ça faisait peut-être un 3 livres, là. Peut-être un 3 livres de roches. Non. Mais il y a un 3 livres... C'était du gravier. Oui, c'était de la garnotte. C'était des petites roches, là. Oui, pour chacun, ça avait un sens. C'était symbolique. Mais oui, c'était très... Oui, absolument. À cet endroit-là, quand on dépose ces roches-là, si on veut croire à ça, c'est que tu déposes tes problèmes et dès que tu dépasses la croix, ta vie recommence à nouveau. Oh, c'est beau, par exemple. C'est beau. La symbolique est belle. Si vous voulez croire à ça. Je ne m'embarquerai pas là-dedans, c'est pas grave. Non, mais on va embarquer là-dedans tantôt. On aura du temps. Je reviens au début, là, à la présentation, quand on parlait de vos investissements, puis tout ça, puis peut-être les abeilles, ça. Les ruches, ça a peut-être été un échec dans votre parcours d'affaires. Même pas. Parce que moi, j'aime essayer des affaires. Je suis un essayeux, moi. J'aime ça. Hein? Et les abeilles font partie du processus. Moi, je suis un gars extrêmement passionné. Hein? Bon, des passions, j'en ai à la tonne. J'ai grand plaisir à dire qu'il y a même des passions que j'ai pas encore, parce que je les connais pas. Moi, ça va être à l'heure. OK? Donc, mais vous savez qu'elles sont là. Mais je sais que potentiellement, il y a des choses qui vont m'arriver. Les abeilles, ça, c'est arrivé dans le parcours, chez la campagne. Puis là, je dis les abeilles. Ça faisait longtemps, quand j'étais jeune, que je restais à Lévis, on avait un monsieur Plourde qui habitait à côté de chez nous, qui avait ça des ruches. Donc, le miel, tout ça. Je dis, tiens, je vais réessayer ça. Avec votre voisin? Là, j'ai fait ça avec Guy Tauvert. Bon, donc, on s'est dit, on va voir des abeilles, tout ça. J'ai eu ça pendant presque 4-5 ans, les abeilles. Y avait-tu un peu de miel? Ça donne, oui. Ils ont ça, hein? Ils font ça, les abeilles font du miel. Puis mais il faut le ramasser. Il faut le ramasser, tout ça, oui. Ça, c'est pas évident. Si, c'est ça. Et puis, tu as à combattre. Il y a des moufettes aussi qui s'intéressent à ça. Ah oui? Tu sais qu'une moufette, là, ça peut te faire du ravage d'une ruche, hein? Ils sont Moses, les moufettes. Parce qu'ils viennent la nuit, sur le bord de ta ruche, ils grattent à l'entrée de la porte, les abeilles viennent voir, pognent l'abeille, mange ça. Ah, c'est pas pour le miel, c'est pour l'abeille. Non, c'est pour l'abeille! Qui peuvent te maganer ça, c'est un méchant ça te dégraille une colonie, ça? Il y a ça. Puis il y a les ours aussi, hein, qui aiment beaucoup ça. Ah, ben oui, mais les autres, c'est pour le miel, les ours, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une autre affaire que vous avez faite? J'aime assez ça parler business avec vous. Je prends des trucs. Quoi pas faire? Non, il y avait une autre affaire là, que vous aviez essayé, puis ça non plus, ça n'avait pas marché fort. Identifiez-moi ça, je me souviens pas. Non, je me souviens pas. Le petit bidule pour sauver l'eau dans la toilette? Ouais, il y avait ça. Mais ça a bien marché, ça. Puis c'était avec un copain, John Stella, qui a continué, lui, après. Moi, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Après ça, lui a continué avec ça. Ça marchait bien, ça, cette petite bidule-là. Mais pourquoi vous n'êtes pas resté dans l'organisation? Je voulais essayer d'autres choses. Je voulais faire d'autres choses. Puis, le processus de ça était long. Puis mon chum, lui, voulait se sacrifier à ça, entièrement à ça. Aujourd'hui, vous êtes dans les cordes de bois. Juste pour vous ou juste pour moi? Aussi? Non, juste pour moi. Pourquoi? Y a-t-il du monde qui vous ont dit... Il y a Donald Pilon. Peut-être ça vient de Donald Pilon. Ça, non, ça fait des années qu'il attend après sa corde. Il va encore attendre. Il va encore attendre. J'ai dit à Donald, ta corde est dans mon pick-up. Elle est en train de sécher. Parce qu'en me promenant, c'est avec le vent, ça sèche sa corde. C'est sûr. Oui. Tu peux pas chauffer avec du bois vert ou du bois mouillé. Il y a Gilles Renault qui attend après sa corde aussi. Mais ils vont attendre un petit peu encore. Je pense que vous avez un bon gros camion.
Revenons à votre parcours professionnel. Je pense qu'à chaque fois que vous nous avez rendu visite, je vous ai toujours passé un extrait de cette production-là, 1999, La petite histoire d'un homme sans histoire. J'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais entendu parler plus que ça de cette production-là. Avez-vous une explication à ça? Bien, du fait moi, que je trouve ça bon, je trouve ça agréable. Peut-être que c'est du fait que c'est dans le domaine des courts-métrages. Et comme étant classé court-métrage, c'est peut-être ça qui fait que... Parce qu'on l'a quand même vu quelques fois à la télévision. Hein? Ça a quand même passé assez souvent à la TV. Ça a pas donné le bonsoir. Mais c'était bon, ça. C'était bien fait, puis c'était bon. Très bien fait. Absolument. Bon, on va essayer un petit extrait. Juste pour vous donner le goût d'aller le voir au complet. C'est sûr. C'est fait. Mais c'est pas si pire que ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que je crois pas en Dieu, ni à une vie après la mort. Et comment on aurait pu savoir, là? Vous avez été baptisé? Oui. Ben, c'est pour ça que vous êtes là. Ça veut dire que j'ai toute le Nietzsche pour rien. Je comprenais pas grand-chose, là, mais... Voulez-vous qu'on vous retourne? Non, ça sera pas nécessaire. Les films, c'est par là? Ouais, ce serait peut-être utile de savoir que les films sont classés par pays. Québec, Canada. Les films québécois. Au sous-sol. Faites comme les invités de Michel Jasmin et découvrez le château Bonne-Entente. L'effervescence du Monte Cristo, le spa et le luxe enveloppant de ses chambres vous y attendent. Faites la grasse matinée tous les samedis et dimanches de 7h à 10h en compagnie de l'animateur Gino Chouinard et toute l'équipe de Salut Bonjour Week-end qui vous présente une information toujours de qualité et de première main. Soyez informés dès votre réveil de toutes les nouvelles culturelles, économiques et sportives sans oublier les prévisions du temps. De plus, Salut Bonjour Week-end met l'accent sur le volet culturel pour vous aider à bien planifier vos prochaines sorties. La brûlerie Café Aladin vous invite à savourer un bon café en regardant Salut Bonjour Week-end. Primeur 97,1. Disons que le matin, j'ai besoin d'informations, donc j'écoute Primeur 97.1. C'est le météo, le culturel, l'actualité régionale. Parce que ça fait du bien d'avoir une radio qui est axée sur l'information, autre que juste de la musique. Je trouve que M. Loca, c'est quelqu'un qui a plein de vie. Pierre Donnet, très intéressant. Disons que c'est un gars de la région, il connaît ses dossiers. Les commentaires sportifs avec Yvon Penneau, parce que j'aime beaucoup le sport aussi. Primeur 97,1, votre rendez-vous matinal avec l'actualité régionale. Ce vendredi à TVA. Dès 19h, JE enquête. Quand vous faites des rénovations, qui est le mieux protégé par la loi? Le commerçant ou le consommateur? À 20h. Il faut absolument qu'on les sorte de là. Les anges de la rénovation. Allons-y! Merci! Et à 21h, juste pour rire, les meilleurs moments. S'il n'y avait pas de monde laid, comment on ferait pour savoir si on est beau? Il était laid, il était pas vieux, il était tout par en bas. Ma copine somme des kilos. Encore plus épais et absorbant qu'avant. Ce vendredi dès 19h à TVA. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Noël n'est pas tout à fait Noël sans le cinéma de TVA. Êtes-vous prêt à sauter dans l'aventure Elle et lui? Avec plus de 500 000 appels par mois, Elle et lui, le plus gros réseau de rencontres au Québec, peut vous aider. Voici ce que vous obtenez en appelant dès maintenant. Un forfait d'essai gratuit pour tous les nouveaux membres. Enregistrez votre annonce personnelle sans frais et sans obligation. Écoutez des centaines d'annonces gratuitement. Conversez en direct avec la personne de votre choix. Le réseau est accessible 24 heures sur 24. Essayez-le. Un essai gratuit vous convaincra. Le réseau Elle et lui, parce que deux, c'est mieux. Agenda économique vous est présenté par Monsieur Lube, l'expert en fluide. Faire remplir sa cartouche d'encre pendant son magasinage, c'est maintenant possible. Le spécialiste de remplissage de cartouches d'imprimante Printwell a ouvert un tout nouveau centre de service aux promenades de l'Outaouais, 5e succursale de la région. Les gens pourront donc contribuer à la protection de l'environnement tout en faisant de grosses économies. Agenda économique vous a été présenté par Monsieur Lube, l'expert en fluide. Voyez bientôt à TVA les deux plus extraordinaires histoires vraies du cinéma. Dimanche 4 décembre en primeur. K-19, la terreur sous la mer. Un sous-marin nucléaire passe à 2 doigts de déclencher la 3e guerre mondiale. Plus de 200 millions de citoyens se reposent sur nous pour les sauver.
dimanche 11 décembre en primeur. Arrête-moi si tu peux. Un des escrocs les plus recherchés du FBI se fait passer pour pilote, médecin et avocat. J'ai tout l'argent qu'il nous faut pour toute notre vie. De superbes primeurs, de super histoires vraies. Faites connaître votre opinion grâce à la question du jour dévoilée à la fin du TVA Midi. Votez sur le site chot.ca et obtenez les résultats au TVA 18h. À gagner un lecteur CD portatif. La question du jour TVA CHOT, une présentation d'Ameublement Lefebvre. Les invités de Michel Jasmin. Voyage à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Mais vous pourrez pas continuer bien longtemps comme ça. On verra, quand on sera plus capable. Il va bien falloir que vous vous décidiez un jour. Je te presse pas, Robert. Maman, vous avez été malade tout l'hiver. Le docteur, il a même dit que... Non, mon arthrite est bien moins pire. C'est vrai qu'elle va mieux. Ben, un peu. Maman, écoutez-moi quand je vous parle, c'est important, là. Non, j'ai du travail, Robert. Ça vous donne rien de monter cette table-là, il vient presque jamais personne. Non, j'ai loué une chambre, ça. La première du mois, j'imagine. Assis-toi, Yvonne. Bob veut seulement nous parler. Je vais pas en entendre parler, justement. Quoi? Je le sais où il va en venir. Quoi? Mais le foyer pour petit vieux, tu me casses les oreilles avec ça. Pourquoi vous voulez pas venir le visiter, au moins? Est-ce que ça vous manque, un téléroman de ce format-là? Un hebdomadaire? Non, mais avec Virginie, là, je suis tellement dans... Tu sais, quand tu as un rôle principal dans Virginie, Ouais. tellement... Je suis là tous les jours. J'avais oublié ça. Mais je suis là tous les jours, donc... non, parce que je pensais dans ce que, de la façon dont vous me disiez ça, c'est plus dire une fois par semaine, ça te manque. Parce que Virginie, je suis là tous les jours. Ben, 3 sur 4 au moins. 3 sur 4. Écoute, Ouais. je fais 100 demi-heures sur 120. Oui. C'est beaucoup, tu sais. Oui. Donc, quand t'entres dans Virginie, t'entres en religion. Un rôle principal, c'est ça, c'est là, c'est tapissé. Alors, il faut faire une croix sur beaucoup de choses. Pas le choix. Comment vous arrivez à concilier ça avec La Passion selon Marcel, qui est votre conférence que vous faites et que vous promenez? Mesdames, Messieurs, Marcel a donné avant-hier la 777e conférence de sa carrière de conférencier. C'est pas rien, là. 5 ans. 5 ans, 777. On va finir par vous joindre. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, effectivement. Non, ça vous emmenez bien. Plus Ladies Night, que vous avez fait. Ah oui. Puis plus, je retourne jouer au théâtre chez nous cet été, à Kings Falls. Ouais. Donc... Il ne devait plus tellement avoir d'insécurité, là. Ça va bien, là. Mais il y a un petit fond encore, Michel. Un petit fond. C'est l'insécurité. C'est-tu une des personnes les plus insécures que j'ai rencontrées, moi, dans ma vie? C'était Roger Lebel. Ah oui? On peut-tu dire que Roger Lebel, c'est un acteur qui est excellent, bon, hein? Il n'a jamais manqué de travail, Roger, mais il était quand même quelqu'un d'insécure, parce que c'est viscéral, cette affaire-là. Et il y a bien des comédiens et des comédiennes qui viennent s'asseoir ici, je suis sûr, qui ont cette insécurité-là viscérale. Et ça ne passe jamais. Ça passe jamais, ça. Est-ce que c'est pas stimulant d'un certain coin, d'un certain côté? Oui, absolument. Ah oui, il y a quelque chose, parce que ça te force à te prendre en main. Si tu le fais pas, ben là, c'est poc. Mais là, ça te force à te prendre en main, à trouver des nouvelles affaires pour toi, à dire, OK, j'ai cette opportunité-là. Les conférences, combien des choses me sont arrivées dans la vie, ça m'a été suggéré par quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre-là, ben alors, donc, c'est pour moi qui s'est levé un matin, dit, tiens, matin, il fait beau, on va faire des conférences. Bon, alors, c'est pas comme ça. Donc, et ça m'est arrivé pour bien le fait d'être comédien. Je le dis souvent parce que je lui rends hommage, parce que c'est grâce à elle, mais c'est Sophie Clément qui un jour me dit « Tu devrais être un acteur. » Ben, parce que quelqu'un a allumé cette lumière-là dans moi. Et pour ça que je dis, moi, en conférence, que l'importance de la parole. Tu dis quelque chose à quelqu'un et tu vas peut-être changer la vie de cette personne-là. Comment se fait-il que ce ne soit pas vous qui ayez pris, au fil des années, ces décisions-là? Est-ce que c'est un manque de confiance? Il peut y avoir de ça. Étant jeune, j'étais très timide. Ouais. Alors, donc, la timidité, bien souvent, c'est rattaché au manque de confiance en soi. Ouais. Hein? Donc, ça prenait quelqu'un d'autre pour me dire, Marcel, quand tu joues un personnage, comment se fait que t'es bon, puis ça, puis t'es pas gêné, puis tu redeviens toi, t'es gêné. Hop, est où la patente? Est où le fil? Mais ça, il y a beaucoup de comédiens et comédiennes qui sont comme ça aussi. Oui. Ils sont très timides, très réservés, et aussitôt qu'on leur met un personnage dans les mains, c'est complètement autre chose. Et des fois, on est complètement étonné de voir ça.
Exactement. Puis cette timidité-là, ben, de vouloir faire le métier que je fais, il y a bien des chemins qui amènent à ça. Vous allez rencontrer du monde qui vont vous dire, ben moi, quand j'étais jeune, pour plaire aux filles, ben, je me suis rendu compte que c'était dans l'humour que j'arrivais à le faire. Ah, donc conquérir quelqu'un par l'humour. Alors donc... Il y en a d'autres comme Ferland, conquérir les filles par la musique et les chansons. Parce qu'il s'est rendu compte que ça pognait. C'est ça. Mais c'est ça, les affaires de base. Donc, moi, bien des choses me sont arrivées comme ça. Alors, les conférences, c'est de cette façon-là. Mais encore une fois, les gens qui m'ont embarqué dans ça, les conférences, ben ça a fait que au début, si je m'étais arrêté, il est arrivé un petit incident au début. C'est-à-dire? Moi, j'ai pas été payé pour mes premières conférences. C'est pas tellement agréable. Ça, c'est pas agréable. Puis on le sait dans la vie que ces choses-là, des fois, peuvent arriver, tu sais. Oui. Et puis, mais au lieu de me dire, allez poursuivre, puis ça va être écœurant, puis ça, et c'était un échec, là. Alors, j'aurais pu très bien m'en aller pouc-pouc avec ma petite affaire chez nous, me dire, ben les mots, j'en fais plus. J'en fais plus. Tu sais, il y a du monde qui font des conférences. Mais pour combien, je ne parle pas de montant d'argent, là, mais pour combien de conférences vous n'avez pas été payé? Ah, écoute, pour au-delà d'une vingtaine, certains. Là. Quand même. Ouais, et ça, c'est à cause de... Et l'excuse de la personne c'était pas, je le dirais pas, là, non, c'était pas fin. OK? Et moi, j'ai mordu à ça. Est-ce que c'est à cause de l'organisation qui était autour de vous? Puis, je veux pas de nom, là. Non, mais c'était les gens cette personne-là qui faisait mon booking, qui m'avait donné l'idée d'être conférencier. Ouais. Et il y avait un autre conférencier qui, lui, voulait absolument le poursuivre. Puis, j'ai dit non. Moi, j'ai dit la journée que je vais re-rencontrer cette personne-là, je vais lui dire merci. Hein? C'est parce que ça vous a stimulé? Parce que jamais que dans ma vie, j'aurais fait ça des conférences. Et ça amène autre chose, parce que c'est venu sécuriser quelque chose en moi, de dire que si je suis capable d'être devant des gens pendant 2 heures de temps, bien, il va être capable de faire un one-man show, man. Et là, ça fait, ben oui, Marcel, ben tout ce que ça fait, ça, c'est, garde, petit gars, prends-toi en main. Oui. C'est ça que ça fait. Quel âge vous avez aujourd'hui? 51 ans. Puis ça vous rend pas bien? Oui. Ah oui, 51 ans. Oh, OK. Oui. Non, c'était comme le... C'était comme le management de tantôt, là, qu'on n'aurait pas peut-être bien entendu. Là, j'ai voulu bien te le dire parce que je voulais que ça soit clair. 51 ans, ça. Mais est-ce que ça vous a dérangé, la cinquantaine? Non, la quarantaine m'a dérangé. Pas la cinquantaine. Ben là, ça fait 11 ans que vous êtes dérangé. J'avais pas vu ça de même. Ça devrait achever. Oh oui, non. Mais le fait d'avoir 40 ans, pour moi, c'était comme un choc. Pourquoi? Je sais pas. Je ne saurais pas dire. Je vieillissais. Et là, c'est passé. Là, Oui. Là, la cinquantaine, pour moi, non. Moi, je suis dans une belle période de ma vie. Il me semble que oui. Je suis dans une très belle période de ma vie. Comment va Lise? Ah, va bien. Elle vous fait dire bonjour. Oui. Oui, elle va très, très bien. Elle nous regarde, là. Bon, bonjour, Lise. Bonjour, Lise. Merci de vos salutations. Lise Martin, que bien des gens connaissent. Vous vous êtes mariée à l'église. Je pense que j'aborde des sujets qui sont épidermiquement... Absolument pas. Non. Pourquoi avoir décidé de vous marier à l'église alors qu'avec Diane... vous n'étiez pas marié à l'église. Non. Pourquoi? Je n'étais jamais marié avant ça. À 50 ans, décider de vous marier à l'église? Parce que cette femme-là, Lise, est entrée dans ma vie en 2002. Oui. Ça a changé ma vie. Complètement? Complètement. Pas comme ça? Oui. Non, pas comme ça, mais c'est une personne très importante dans ma vie qui est arrivée dans un bon timing de vie. Et j'avais vécu des choses avant, des gens avec qui j'ai été, du monde extraordinaire. Oui. Mais probablement que je n'étais pas la bonne personne, c'était pas les bons timings de vie. Non, on peut être avec des gens extraordinaires et ça ne fonctionne pas. Exactement. Ça n'enlève rien. Mais là, ça a l'air bien marché avec les deux, là. Oui, absolument. Mais avec Diane, vous aviez toujours gardé un excellent lien, un excellent contact. J'adore Diane. Ah oui, j'adore Diane. Ah oui, c'est sûr. On se parle quasi à tous les jours. Bon. Mais Lise, on a décidé parce que on est croyants tous les deux. Oui. Alors, c'est comme ça qu'on a décidé de se marier à l'église, tout simplement. Et on s'est marié à l'église Notre-Dame-des-Victoires. Oui, petite église. Petite église, qui me rappelle un peu mes églises de Compostelle.
Il y a quelque chose dans cette église-là. Et puis, regardez, moi, c'est mon affaire à moi. Là. Je suis croyant, j'ai ma façon de prier. Oui, tout à fait. Je ne vais pas énerver personne avec ça. Là. C'est mon affaire à moi. Ce n'est que moi que ça regarde. Mais ça ne m'empêche pas. Je ne suis pas du tout gêné de dire... Non, mais on peut peut-être mettre quelque chose au clair. Ouais. C'est que, bon, vous êtes croyant, vous avez votre foi à vous. Oui. Et on parle de conférences. Vous ne faites pas de recrutement dans les conférences. Non, je ne fais pas une gang, là. C'est ça. Je ne fais pas partie de secte, là. Moi, là, c'est pas ça, là. Non, absolument pas. Et puis, j'ai ma façon. Je n'endosse pas tout ce que l'Église catholique a pu, au cours des siècles, faire. Et même aujourd'hui. C'est mon affaire à moi. Moi, j'aime bien me retrouver dans les églises. J'ai ma façon de méditer puis de prier. C'est ma patente à moi. Est-ce que le voyage de Compostelle, c'était motivé principalement par la foi, ou s'il y avait aussi toute la dimension de réflexion sur soi-même? Oui. Ce qui est arrivé, c'est comme un entonnoir, ça. Oui. Je veux dire, il y a des choses qui me sont arrivées dans les années 2000, l'année 2000, un paquet de petites choses, pas de petites choses, je ne veux pas minimiser ce qui m'arrivait, mais un paquet de choses qui font en sorte que c'est comme un entonnoir, la vie a fait avec moi. Toi, petit gars, tu vas aller marcher ça. Parce que moi, ça faisait 10 ans que j'avais lu ça dans la revue Géo, puis je m'étais dit, un jour, moi, je vais faire ça. Mais il y en a bien des choses qu'on dit dans la vie qu'on ne fera jamais. Mais moi, la vie a fait avec moi, toi, la bœuf, toi, tu vas aller marcher ça. Et ces choses-là sont, pendant presque 11 mois, en 2000, le téléphone a pu sonner pour moi comme comédien. J'étais sur le bord de faire une bonne dépression. Dur, moi, je me disais, ça y est, le monde au Québec, il m'aime plus. Mais c'est fou de penser ça, parce que nous autres, dans notre travail, quand on est en haut, faut pas faire nos smats, parce que tout à l'heure, on va être en bas. Quand on est en bas, viens nourrir ta vie, parce que tu vas y retourner en haut, parce qu'on sait bien que dans notre job, c'est cyclique. Ça fait ça. Mais ça, les cycles de vie, ça vaut pour bien du monde, sa planète, ça, les cycles de vie. Donc, il y avait de ça. Il y avait un de mes chums, Pierre Prince, qui était à la veille de mourir, parce que Pierre était venu me voir jouer durant cet été-là, 2000, puis il m'avait dit, toi, Marcel, t'es chanceux de planifier plein d'affaires dans ta vie, parce qu'il dit, moi, j'ai un cancer généralisé, je sors de l'hôpital d'Arthabasca. Puis mon chum Pierre, il avait 32 ans. Puis il manquait un morceau ici, puis ils avaient essayé de le sauver, ils n'ont pas été capables. Puis il m'avait dit, moi, t'es chanceux, toi, moi, c'était rentré là, c'était jamais sorti. Fait que là, en 2000, là, moi, ça a fait, Marcel, en 2001, tu joues pas au théâtre, là, il regarde, mon petit homme, prends donc ton baluchon, va marcher. Va réfléchir un petit peu sur ton petit commun. Faisons au moins une partie. Oui. Je veux pas dire qu'après 2001, après un mois de marche, là, je suis pas revenu parfait, moi, là, j'étais pas Saint-Marcel, c'est pas ça du tout. Sauf que j'ai commencé à partir de 2001 à identifier les affaires peut-être qui marchaient moins bien dans moi-même. Je me suis rencontré, en fait. Et parmi les belles choses qui meublent votre vie aujourd'hui, on en a glissé un mot tantôt, évidemment, il y a Virginie. Il y a Rivet dans Virginie. Et c'est au retour qu'on va parler de Saint-Jacques-de-Compostelle. Yes. OK. T'as sorte de moi? Non, mais c'est parce que je veux qu'on garde ça entre nous deux. Quoi? Qu'est-ce qu'on dit ou qu'est-ce qu'on a fait? Non, les deux. Sac. Tu me rends toute molle, là. Je suis comme une tomate pleine de jus. Non. Hey, quand tu me frenches, là, je me sens quelqu'un. J'étais sous. Ça doit être full sexe quand tu es pas en boisson, toi. Bon, écoute, je vis une période difficile. Ben oui, mais moi avec. Ah, c'est sûr, mais est-ce qu'on pourrait pas parler de moi en premier? On passera à ton cas après. Comme tu veux. Les invités de Michel Jasmin sont transportés en première classe à bord des trains de Via Rail. Avec Via Rail, vos vacances commencent plus tôt. Excellent mercredi soir, mesdames et messieurs. Studia et Bachar, voici les résultats pour aujourd'hui. On débute à l'instant même avec une cagnotte évaluée à 16 millions de dollars au Loto 649. Ce tirage a été fait à Toronto avec la firme KPMG. 39, 49, 36, 42, 7, suivi du 30 et du numéro complémentaire, il s'agit du 9. Pour une deuxième fois, Loto 649, 7, 30, 36, 39, 42, 49 et le complémentaire, c'est le 9. Maintenant, Québec 49 pour 1 million de dollars. Bonne chance. 11, 37, 31, 32, 26, 18 et 44, le numéro complémentaire. La revoici, Québec 49, 11, 18, 26, 31, 32, 37, complémentaire 44. Voici Banco. Je vous rappelle que tous les tirages de ce soir, à l'exception du Loto 649,
ont été faits à Montréal sous la supervision de la firme Sanson-Belair de Deloitte et Touche et d'une représentante de l'Auto-Québec. Voici Banco pour ce 9 novembre 2005. 6, 10, 14, 15, 17, 20, 27, 32, 37, 41, 46, 47, 51, 54, 57, 59, 63, 64, 67 et finalement 70. Autour de la quotidienne, tout d'abord à 3 chiffres. On y va? Il s'agit du 5, suivi du 9 et du 0. La quotidienne 4, c'est le 7. Deuxième chiffre, c'est le 7. Maintenant le 5 et on complète avec le 4. Les revoici. Tout d'abord la quotidienne 3 pour 450 fois votre mise. 5, 9, 0. La quotidienne 4 pour 4500 fois votre mise. 7, 7, 5 et 4. Autour de l'extra, je vous rappelle que le gros lot est toujours de 100 000 $ et c'est décomposable jusqu'au dernier chiffre. On regarde ensemble. C'est le 3. 9, 7, 3, le 9 et le 8. Pour une deuxième fois, l'extra, 3, 9, 7, 3, 9, 8. Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site Internet de l'Auto-Québec pour avoir tous ces résultats. Bonne nuit tout le monde! Bye! L'émission Foi et télévision chrétienne est diffusée sur les ondes de TVA CHOT et de TVA CFEM Abitibi tous les dimanches après-midi à 14h30. Venez vous détendre et vous ressourcer en écoutant l'émission Foi et télévision chrétienne tous les dimanches à 14h30. Un rendez-vous à ne pas manquer. Faites connaître votre opinion grâce à la question du jour dévoilée à la fin du TVA Midi. Votez sur le site chot.ca et obtenez les résultats au TVA 18h. À gagner un lecteur CD portatif. La question du jour TVA CHOT, une présentation d'Ameublement Lefebvre. Faites comme les invités de Michel Jasmin et découvrez le Château Bonne-Entente. L'effervescence du Monte Cristo, le spa et le luxe enveloppant de ses chambres vous y attendent. Talent, faut pas exagérer. C'est pas parce que Benoît connaît une couple de tonnes de gros dommages qu'on va faire le centre pour le seul. Oui, mais là, le petit, faut bien qu'il commence à quelque part. C'est les Dion, on va commencer avec la patte. De toute façon, Ben oublie ça. Et moi, si tu crois pas en toi, je peux rien faire pour toi. Est-ce qu'il y a des projets pour reprendre les Night? Oui, il y a question. Il y a question peut-être en janvier, février, là. Oui, c'est dans l'air. Vous avez joué combien de fois, je connais pas? On a joué pas loin de 200 fois. Pas loin